In der heutigen Folge spricht der Schauspieler Sebastian Usendowski mit Regisseurin Laetitia Masson über ihren neuen Film Summerfrost, der jetzt auf Suna läuft. Das Interview findet dieses Mal auf Französisch statt. Auf YouTube könnt ihr das Interview mit Untertiteln finden. Viel Spaß! Merci beaucoup. Bonjour Laetitia Masson, c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez fait un très bel film, un été, un hiver. Un hiver, un été, pardon. Première gaffe. Et la France plongée dans un froid glacial. Et c'est un peu un air de fin du monde qui règne dans le pays. Et puis qui sert un peu de catalyseur pour que 10 personnages se rencontrent. Et c'est un peu comme si des couples un peu improbables se font et défont. Et ma première question qui s'est posée à moi, est-ce que c'était d'abord le fait que c'est de ces rencontres ou de cet événement de l'extérieur climatique assez imposant, quel était le premier pas vers cette histoire? Le premier pas, c'était je voulais incarner l'ambiance dans laquelle on vit depuis assez longtemps, c'est-à-dire avec toujours une angoisse qui pèse sur notre avenir, disons. Alors, il y a l'angoisse climatique, c'est celle que j'ai traitée, mais peu de temps après, il y a eu l'angoisse du Covid, et maintenant, il y a l'angoisse, en tout cas en France, par exemple, une angoisse politique. Et donc, en fait, toutes ces angoisses générales qui sont tout le temps, oui, vraiment au-dessus de nos têtes, je voulais voir ce que ça impliquait intimement pour chacun de nous. Et c'est-à-dire, entre le politique et l'intime, comment ça se traduisait. Et donc, c'est plutôt le politique, l'idée d'un avenir de l'humanité angoissée, et puis de voir ce que ça donnait sur l'intime. Et donc, de voir comment des gens pouvaient se rencontrer, et le rôle, l'impact aussi de l'intime dans nos destins. Plus que finalement la grande menace au-dessus de nous. Ouais. L'idée que l'humain pouvait aussi réenchanter la vie, alors que tout disait qu'elle allait vers la catastrophe. Parce que je trouve qu'il y a un côté quand même très optimiste, parce qu'à la fin, bon, il y a quelques couples qui vont se perdre, mais il y a toujours, j'ai l'impression que vos personnages ou trouvent une clôture de de ce qui leur est arrivé, ou alors il y a la promesse d'un nouvel commencement après le film. On peut s'imaginer qu'après la fin du film, il y aura autre chose qui va se passer. C'est un vrai début pour ces personnages. Donc, êtes-vous optimiste? Oui, je suis à la fois complètement désenchantée. Je dirais que je n'ai plus d'illusion politique, on pourrait dire. Justement, je ne crois pas qu'il y a au-dessus quelque chose qui peut nous conduire au-dessus de une chose vraiment collective vers laquelle, comme on peut dire la révolution soviétique ou des espoirs, mais que par contre, en chaque individu, il y a un potentiel de positif, quoi. Et donc, en ça, je suis profondément optimiste. Je crois que entre deux personnes, si elles se rencontrent au bon moment, et peuvent trouver une forme de bonheur, malgré la catastrophe. C'est intéressant parce que j'ai l'impression dans vos films que j'ai vus, c'est toujours question d'amour, une quête d'amour et de solitude, et souvent des personnages très seuls qui se retrouvent et sont un peu moins seuls ensemble. Et du coup, vous avez dit dans une autre interview que j'ai lu dans la Tageszeitung, il y a assez longtemps, et la retraduction en français serait quelque chose comme vous trouvez que l'amour est un bon angle ou une perspective à travers laquelle on peut regarder l'homme ou l'être humain dans son être social. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est le sentiment le plus positif, le plus incroyable, l'amour chez l'homme, alors que tout le conduit à la guerre, c'est-à-dire tout le conduit à la peur, au racisme, à mille choses complètement agressives envers l'autre. Et pourtant, il y a aussi
il y a aussi ça dans l'être humain, c'est-à-dire qu'il espère l'amour. Et donc, j'ai décidé d'étudier cet angle-là qui est le plus positif dans mes films, quelle que soit la perspective en fait que je prends, j'arrive toujours à ce noyau dur qui serait l'amour. Donc, partant de là, il y a deux questions qui se posent pour moi. Il y a d'abord les personnages qui s'aiment dans vos films, c'est surtout dans votre dernier film. J'ai l'impression que ce sont des gens qui sont déjà très seuls et un peu à l'écart de la société. Donc, si on peut regarder des gens à travers de leur amour dans le contexte de la société, je me demande, est-ce que vous avez une vue sur la société qu'on est tous un peu solitaires et que, comme une agglomération de petites particules solitaires qui se retrouvent par hasard et qui vivent un peu à côté de l'autre, ou est-ce que ce sont justement ces gens à l'écart précisément qui vous intéressent le plus ou dont vous vous sentez le plus proche? C'est sûr que je me sens le plus proche des gens à l'écart parce que je viens d'un milieu plutôt de gens à l'écart et donc j'ai toujours été fascinée par leur façon de s'en sortir alors qu'ils étaient à l'abandon, toujours pareil pour moi, à l'abandon politique, économique, etc., au bord parfois sans accès à la culture, évidemment pas beaucoup d'argent. Et néanmoins, ils réussissaient à se créer une histoire, une vie, à inventer quelque chose, plus parfois que je trouve la bourgeoisie qui est, elle, dans des effets miroirs, de se regarder, d'être tout le temps dans une ambition qui finalement les empêche à des moments d'être heureux, alors que je trouve que ces gens à l'abandon sont obligés de s'inventer puisqu'en fait ils n'ont pas de comment dire ils n'ont pas de certitude qu'en achetant ceci ou cela ils pourront avoir l'air, apparaître, etc. Donc ils n'ont pas d'accès au pouvoir, donc ils sont obligés de trouver le bonheur hors du pouvoir, on pourrait dire. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire le point quand même clé de mon regard, c'est quand même la question politique, c'est-à-dire comment, justement, puisqu'on est obligé de vivre ensemble, comment ça peut tout en étant extrêmement seul, comme vous dites, comment on peut trouver un angle commun et un chemin commun et plus juste quand même. C'est très intéressant parce que vous disiez dans un autre, aussi, je crois dans le même interview, qu'il y a un triptyque, l'argent, l'amour et le travail. Ouais. Et justement, j'avais l'impression, cet amour que vivent les gens, et il y a surtout un personnage qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Benjamin Biolay. Ah oui. Parce qu'il paraît d'abord très macho, très dur. Il y a une forte relation, une hiérarchie qui joue, parce que lui, c'est un homme très riche, et il va croiser une femme qui fait un travail qui est un peu regardé de haut en bas. Et du coup, c'est vraiment comme s'il voulait s'acheter la proximité de cette femme qui lui propose de venir prendre un verre, une coupe de champagne, il lui offre une robe et tout. Et il y a un très fort côté violent dans cet amour, ou un échange, donc comme si l'amour était une occasion, c'est échange, et échange, ça veut dire aussi pouvoir, argent. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression, c'est juste après ça qu'il arrive à quelque chose de plus pur, et c'est juste là que commence vraiment l'amour. Et je me suis demandé si ce triptyque, argent, amour, travail, joue un si grand rôle. Est-ce que ce n'est pas après coup, parce que dans cette relation-là, c'était vraiment après, j'avais le sentiment, on est juste là, dans l'amour. Oui, c'est-à-dire, je pense que l'amour est aussi la façon dont on aime est aussi impactée par notre rapport au travail, à l'argent, etc. Il y a des gens qui aiment en achetant, il y a des gens qui aiment en se laissant acheter. Enfin, c'est plein de... on voit bien pourquoi certains hommes ont envie
d'aller vers des prostituées. Tout ça, ça m'a toujours fascinée, cette façon la façon dont l'amour n'est pas un sentiment pur au départ, et rarement un sentiment pur, mais rentre dans une idée de pouvoir ou d'ambition c'est rarement la curiosité pour un autre être humain pour ce qu'il est, même s'il est fragile, s'il est perdu, s'il est donc en fait c'est à ce dépouillement-là, comme vous dites, qu'arrive le personnage de Benjamin et son personnage à elle aussi, qui est une éboueuse et qui, elle, n'a cherché que l'amour et se trompe à chaque fois d'homme. Et puis là, finalement, une fois qu'ils ont, à cause de ce danger de fin du monde, ils réussissent enfin à se poser les questions essentielles. Et c'est ça j'ai toujours aimé les histoires comme ça où finalement on se retrouve seul sur une île. J'adore Robinson Crusoe. Les moments où il n'y a plus que l'essentiel et donc qu'est-ce qu'on fait? Et du coup la rencontre avec un autre être humain est dépouillée de toutes les ambitions un peu vicieuses, je sais pas comment dire. J'avais l'impression que dans La Repentie, il y a un mouvement similaire parce que c'est d'abord par un rapport financier aussi et donc qui exerce un certain pouvoir, l'homme sur la femme, et qui passe aussi à travers ça et ensuite se rencontrer nus, dépouillés de l'argent ou d'une hiérarchie. Je trouvais ça justement très touchant dans La Repentie et dans votre dernier film. C'est vrai qu'en fait, on arrive là, on est au 21e siècle, mais moi j'ai lu beaucoup de romans du 19e, du début du 20e, où à ce moment-là, les femmes étaient obligées de se marier, on se mariait pour avoir un mari, ça voulait dire avoir un moyen de vivre. En fait, elles étaient complètement dépendantes de leur... Et maintenant, on a une époque où c'est pas pour ça qu'on s'aime. Normalement, enfin, les femmes peuvent être indépendantes et donc peuvent choisir un homme pour toute autre chose. Et là, du coup, la vraie question se pose. En fait, c'est plus... Si on dépouille le rapport homme-femme ou le rapport amoureux, disons, la question de l'argent, on arrive à une chose plus complexe, plus essentielle, et du coup, qui est intéressante, qui n'est pas plus simple, mais qui m'intéresse. Ouais. La peinture joue un rôle clé dans un hiver, un été, et justement, ce que André Masson a apparemment appelé la chapelle Sixtine de l'impressionnisme, donc les nymphéas de Monet. Quel est votre rapport? Quand est-ce que vous avez découvert cette peinture Alors moi, je voulais être peintre avant d'être cinéaste, et donc j'ai toujours... mes parents m'emmenaient beaucoup au musée, enfin ça a toujours... Mais il y a la peinture, il y a la musique. En fait, ce que je voulais montrer dans le film, c'était qu'il y avait une transcendance possible du réel. En fait, pour moi, l'amour, c'est une forme de transcendance. L'art, c'est une forme de transcendance, c'est-à-dire c'est une façon de regarder le monde ou un autre avec des yeux qui le magnifient d'une certaine façon. Parce qu'en fait, on a filmé à Giverny à la fin, vraiment l'étang qu'avait peint Monet, donc le vrai étang qui est beau, les nénuphars. Là, il y avait du soleil, c'est les plans de la fin où on voit Élodie Bouchez partir dans sa robe rouge. Mais néanmoins, c'est beaucoup moins puissant que quand c'est vu et retranscrit par Monet en peinture, où là, on arrive, comme dit André Masson, à quelque chose de presque divin. Enfin, il y a quelque chose de... Et donc, j'ai toujours pensé que l'art... je suis pas du tout, justement, je ne crois en rien. Je crois que en l'homme et en sa capacité à un moment à quand même à sortir de l'emprise du réel pour en faire quelque chose de beaucoup plus commun, justement, et
existentielle. Enfin, voilà, c'est ça. C'était ça que je voulais dire dans le film. Il y a un personnage qui ne peut communiquer qu'en peignant les gens. Et elle réussit. Le personnage de Clémence De Poésy. Clémence Poésy, voilà. Qui à un moment est face à un réel, à un autre personnage, lui très perdu, assez violent, etc. Et que lui ne supporte pas l'idée que justement qu'il y aurait autre chose que le réel dans possible, quoi. Et donc il détruit à un moment il détruit la peinture pour. Il y avait un moment que je trouvais assez touchant aussi. Et j'avais l'impression que les hommes sont souvent ceux qui arrivent le pire à s'exprimer dans ce film. Et il se met à hurler qu'il voulait juste une amie. Ouais. Et c'est tellement contraire ces deux émotions que de volonté, de proximité, amour, et comment il exprime. Est-ce que vous, c'est un peu votre regard ou votre expérience que les hommes sont un peu plus mal à l'aise dans leur vie émotionnelle et dans ce rapport amoureux? Ah non, pas du tout. Alors là, non, j'ai pas du tout un regard. Je vais dire une chose qui va m'attirer beaucoup d'ennemis, mais j'ai pas un regard féministe sur le monde. Enfin, pour moi, il y a les gens qui sont perdus, et puis il y a les gens qui sont à peu près, qui savent justement à peu près s'exprimer, mais c'est très partagé homme-femme. Enfin, je ne pense pas que les hommes en général. Non, donc oui, c'est plutôt par hasard ces ces personnages-là. Les personnages, voilà, sont définis comme ça. Mais ça pourrait. Moi, je m'identifie, en fait, quand j'écris, je m'identifie à chaque personnage. Donc, en fait, je comprends chaque personnage. Et je comprends qu'on puisse être tellement. C'est ce qui est à l'œuvre, d'ailleurs, dans les. Les gens confondent. Lui, il confond l'amour. Enfin, quand il dit qui veut une amie avec une sorte de désespoir. Enfin, on peut pas retenir quelqu'un en lui hurlant dessus. Bon, voilà, mais c'est des confusions de genre, de genre par rapport au sentiment. Je pense que c'est un endroit, la quête d'affection, d'amour, l'envie de ne pas être seul, qui est un endroit très chaotique. Et qui, à mon avis, si on étudie, c'était ça aussi mon idée par rapport au film, c'était qu'en étudiant deux personnes, le rapport entre deux personnes, finalement, on pouvait comprendre les grands conflits plus vastes ou les grandes questions plus vastes de l'humanité. Que tout se joue déjà entre deux personnes. L'amour, la guerre, la concurrence, je pense que ce qu'on vit à l'échelle élargie. C'est comme le petit... comment c'est la cellule, la famille et la cellule politique ou la voilà. première. Exactement. Et justement, l'écriture, vous parliez de l'écriture, et moi je me demandais, il y a une image que je trouve très forte et qui est très poétique. Il y a le cygne mort dans les bras d'Élodie Bouchet. Et est-ce que quand vous commencez à écrire, est-ce que vous partez sur une image comme celle-là, ou est-ce que c'est plutôt un personnage, un trait de caractère, un rapport entre deux êtres humains qui vous intéresse et fait démarrer, ou ça change tout le temps? J'arrive pas très bien à savoir, en fait. J'ai l'impression que tout est dans ma tête. Tout est un peu flou. Et puis à un moment, quand je vois l'histoire que je veux raconter, ça se met en place au fur et à mesure que j'écris. Mais ça se met en place souvent de façon un peu symbolique. Mais ça vient, c'est ma façon de voir les choses, en fait. C'est pas du tout théorique, bizarrement. C'est pas intellectuel. C'est qu'à un moment, je vois ça. Je vois le signe et je vois. Après, c'est nourri de 1000 choses, justement, que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai ressenties. J'ai beaucoup d'images, par exemple, d'animaux,
d'animaux qui traversent des films. Par exemple, j'adore dans Collatéral de Michael Mann, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont dans le taxi et tout ça, à un moment, ils croisent dans Los Angeles une sorte de coyote perdu dans la ville. C'est très peu, c'est dans le... il est pris dans les phares du taxi et puis il s'en va. Et pour moi, ce coyote symbolise le personnage de Tom Cruise qui joue un tueur, etc. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On peut projeter mille choses. J'adore en fait ça. Et donc, j'ai pas pensé, je vais faire la même chose. Mais je pense que c'est en moi parce que c'est des images très fortes pour moi qui restent gravées quand je vois certains films ou que il y a des choses comme ça aussi dans les romans de Russell Banks, par exemple, où je peux dire que je suis assez influencée souvent par un roman de Russell Banks qui s'appelle Trailer Park. Je sais pas si vous avez lu. Je l'ai pas lu, mais je connais du... C'est vraiment super. C'est plein de personnages qui habitent tous dans un camping de mobile home comme ça. Et donc, ils finissent par s'impacter les uns les autres, mais c'est beaucoup, beaucoup de solitude, beaucoup d'abandon aussi. Et donc, je ne dis pas, c'est pas clairement ça, mais il y a forcément quelque chose de ça dans ma façon de penser. Je suis très, très... C'est pour ça que je dis l'art, la peinture, ou la littérature, ou la musique. C'est très... c'est vraiment comme une religion pour moi. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous voyez, c'est très... ça me transporte. Et donc, quand je crée moi-même, c'est nourri de tout ça. Ça se transporte parce qu'il y a et la peinture qui joue un très grand rôle et aussi la musique. Donc, il y a une chanson entière qui est chantée au milieu, je crois que c'est à peu près le milieu du film. Et la bande sonore aussi, c'est comme une playlist ou un mixtape. Donc, apparemment, on voit et on entend que ça prend un grand rôle dans votre écriture cinématographique. Et si je peux dire ça, je sais pas. Du coup, je me demandais à quel point la musique... est-ce que vous avez déjà des morceaux en tête quand vous démarrez? Oui. Ou est-ce que c'est après coup Non, en fait, là, c'était vraiment... comme c'est un film qu'on a fait avec très très peu d'argent, il fallait savoir avant... J'avais toutes ces musiques, je les avais à l'écriture. Parce que c'est pareil, elles sont dans ma playlist à moi. Enfin, dans mon... Et à un moment, je marche dans la rue, j'écoute de la musique et tout ça, je suis en train de travailler peut-être au scénario. Et vraiment, je me dis, mais c'est ça c'est vraiment pour ce moment-là. Ça, c'est... Et donc, il fallait absolument savoir si on pouvait avoir les droits, si c'était dans nos prix. Et donc, la productrice a été super, elle a vraiment réussi à avoir les droits. Parce qu'il y a des morceaux. Alors après, je me sens assez seule parce que c'est des... Je sais pas qui écoute ça à part moi, mais il y a un rappeur qui s'appelle Logic, par exemple, que moi j'adore. C'est pas mainstream, ou la chanson dont vous parliez, qui est chantée par Elodie Bouchez, c'est un chanteur qui s'appelle Vic Chestnut, qui est très particulier, que mon monteur m'avait fait découvrir sur un autre film Donc, c'est pas des choses mainstream. Pour moi, c'est fondamental, c'est très puissant, etc. Mais ça n'est pas des références communes. Alors, par exemple, en France, personne ne m'a parlé des chansons. Ça n'a vraiment personne. Ah oui, je trouve ça très... ça m'est... Même dans d'autres films, dans Aurore, par exemple, la série, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir mon portable et mettre Shazam pour savoir ce que c'est. Et justement, Vic Chestnut, c'est quelqu'un que j'ai découvert quand j'avais, je sais pas, 20 ans. Ah oui. Et c'était aussi par rapport au cinéma, je crois. Moi, j'ai tourné avec quelqu'un et lui, il a écouté, mais sinon, il y avait... par exemple, dans Trouble Every Day, je trouve que c'est une genre de musique bien sûr, qui est similaire. C'est un peu, pour moi, c'est un peu les points repères. Ce qui m'intéresse aussi, parce que vous venez de citer Michael Mann, est-ce que vous avez des points de repère? Parce que ce n'est absolument pas le cinéma qui ressemble au vôtre.
Mais quand même, ça, vous avez cité ce moment précis avec le Ouais. coyote. Euh, En fait, euh, si j'ai une cinémathèque intérieure très précise. En fait, j'ai des goûts très particuliers, mais j'ai des admirations. Il y a des films qui sont très très importants pour moi, qui sont, je sais pas si c'est toujours un peu à contre-courant, ou en tout cas les gens n'arrivent pas à comprendre le lien entre moi et ces films-là, mais c'est ça qui m'inspire. Michael Mann, j'adore tout, je connais tout très très bien, et vraiment j'adore. Et c'est fondamental pour moi. Il y a plein de plans où, alors après je suis pas là à me dire je suis en train de faire du Michael Mann, mais j'ai l'impression quand je tourne de me référer, enfin que c'est complètement inspiré, même si ça donne tout à fait autre chose. Donc il y a Michael Mann, il y a je sais pas, Paul Thomas Anderson, hmm. j'adore. Euh, euh, je sais pas, il y a beaucoup d'Américains, évidemment. Tous les films, je suis aussi, parce que j'ai 2 enfants et j'ai complètement bifurqué dans le cinéma, dans un certain cinéma américain grâce à eux, parce qu'ils m'ont emmené voir tous les films de super-héros, donc tous les et j'ai beaucoup, il y a des choses que j'adore. J'adore le dernier Batman, par exemple. Bon, évidemment, j'adore Christopher Nolan. Enfin, donc il y a des choses. Un de mes films préférés, c'est Interstellar. Ça se voit pas dans ce que je fais, mais par exemple, le personnage de Benjamin Biolay dans ce film-là, il est forcément, il va aller sur Mars, etc. Oui, c'est un Il y a peu. quelque chose qui transparaît de ça. Donc c'est très, mais après c'est tellement personnel, c'est tellement pas dans le, et c'est tellement pas à la mode, c'est tellement pas la culture qui est à la mode en ce moment en tout cas, que ça a du mal à trouver forcément un écho, parce que c'est pas, c'est ni, c'est ni, c'est pareil, c'est pas si féministe, c'est très féministe parce que je suis moi-même l'incarnation d'une femme libre, si vous voulez, mais je le mets en œuvre dans ma façon de vivre complètement indépendante et de faire des films complètement à ma façon. Disons, ça c'est un acte pour moi de féminisme, mais je n'ai pas un discours féministe comme il est aujourd'hui. Euh, incarné au cinéma par des jeunes filles plus jeunes, par exemple. Donc je me sens vraiment comme un cow-boy solitaire. Ce que vous dites, c'est un peu à contre-courant. Vous dites cow-boy. Donc, du coup, des vagues ou des. Ça vous intéresse pas trop, des J'aurais... manifestos ou des groupes. Parce que vous avez quand même travaillé en groupe sur certains projets pour la télévision. Donc, il y avait aussi Petzold qui avait fait partie, je Ah crois. non, alors en Mais fait, là, c'est autre chose, et non? ça, en fait, on l'a pas fait. Ça aurait dû Ah, être fait et ça s'est pas fait. C'est un ah, problème. c'est C'est, dommage. oui, c'était marqué, c'est toujours marqué sur Wikipédia, mais ça ne s'est pas fait du tout. Non, Ah, j'ai c'est dommage. jamais, euh, j'ai jamais, non, parce que je suis d'une génération qui était très individualiste, qui, disons, j'ai commencé un peu en même temps que Desplechin ou chacun était dans son coin. C'était pas du tout une nouvelle vague, on pourrait dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les cinéastes sont plus ont plus des liens, travaillent vraiment plus ensemble. Mais moi, je suis de la génération pile qui était individualiste. Alors, j'étais très bons amis. Je suis très amie avec Cédric Kahn, par exemple, mais c'est une vraie amitié qui est au-delà du cinéma et qui il a joué dans mon film, après j'ai joué dans le sien. Voilà, c'est des échanges comme ça, mais il y a qu'avec lui en fait. Et sinon non, c'est pour ça que je me sens solitaire. C'est pas que je serais contre une vague, mais personne ne semble être de ma vague, enfin de mon eau, de ma mère, je sais pas. Donc c'est. Mais après, dans les romans que je lis ou qui me plaisent, je suis pas très très fan de Conrad, les personnages sont très seuls. Et donc c'est pour ça que c'est pareil, je suis dans un féminisme très particulier parce que je me projette beaucoup dans les personnages d'hommes. Alors que
je vois pas la frontière, je vois pas le sexe en fait dans les. Ouais, c'est plus un rapport au monde, un rapport à la vie qui me semble me correspondre, que ce soit féminin ou masculin. J'ai des grandes admirations pour certaines femmes, bien sûr, mais ça ne me suffit pas que ce soit une femme ou si c'est un homme, ça ne m'empêche pas de m'y reconnaître, disons. Et même si vous faites pas partie d'une vague ou ça vous intéresse pas trop, vous avez quand même une famille artistique. Vous diriez ça ou parce qu'il y a des comédiennes qui réapparaissent ou des comédiens Oui, ouais. J'aurais adoré avoir un petit groupe comme on avait un à Casavets, par exemple. Mais lui, bon, c'était sa femme, c'était ses amis, etc. J'étais partie pour, parce qu'en fait, quand j'ai fait mes films avec Sandrine Kiberlin, je les aurais fait à vie avec elle. Où on pourrait dire le couple Scorsese-De Niro, sans se comparer artistiquement. Et puis finalement, elle a voulu prendre un autre chemin. Après, j'ai quand même, j'ai quand même une petite troupe qui me suivrait volontiers, je pense, et que moi, je prendrais volontiers dans tous mes films. Après, moi, je suis de plus en plus contrainte par le système et par la singularité de mon travail qui fait que j'ai du mal à trouver des financements pour faire les films parce qu'ils sont, c'est ça, ils sont un peu singuliers, ils sont un peu particuliers. Est-ce que vous changeriez vos films si jamais vous aviez plus d'argent, un plus gros budget? Est-ce que vous vous attaqueriez à autre chose? C'est sûr. Là, c'est comme si, pour moi, ça fait à partir disons du film qui s'appelle Love Me, où là j'ai encore eu un peu les moyens. Depuis, c'est comme si je faisais pour moi du dessin ou du croquis. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à un grand tableau. J'ai absolument pas les moyens de mettre vraiment des couleurs. Et j'ai plein d'idées pour faire toute autre chose. Mais j'en ai pas les moyens. Et par contre, j'ai pas de frustration. L'important pour moi, c'est de pouvoir mettre en forme mes sensations, leur donner une forme et voir si ça peut, je sais pas, inspirer d'autres gens. En fait, moi, j'ai tellement été inspirée par le travail de plein d'artistes que j'espère un jour sauver ou inspirer 2-3 moments de la vie des autres. Donc ça se fait sur un bout de papier. Même Picasso, on voit, je sais pas, on voit un petit dessin sur une nappe et on est transcendé. Donc, c'est pas forcément Guernica à chaque fois, disons. Heureusement pour le monde aussi. Oui, c'est pas bien sûr. La source d'inspiration. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie pour cette interview. Je crois que je pourrais passer encore plus de temps à vous écouter et vous poser des questions, mais je crois que ça va suffire. Bien, ouais. Okay. Et merci beaucoup pour votre film et merci beaucoup pour être venu et parler avec nous. Merci à vous. Und das war's auch schon. Summerfrost gibt es auf Suna zu sehen, genauso wie eine große Auswahl anderer Filme, die wir mit viel Sorgfalt für euch zusammengestellt haben. Suna gibt es im Android und iOS App Store, auf eurem Smart TV, Apple TV, im Webbrowser und als Channel bei Amazon Prime. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast und empfiehlt ihn euren FreundInnen. Wenn euch Suna gefällt, dann empfehlt auch gerne unseren Streamingdienst weiter. Bis zum nächsten Mal.